bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que cette quatrième semaine de confinement commence bien pour vous. Donc, nous aussi, hein, c'est télétravail. Donc là, je suis depuis chez moi. On a dû adapter un peu toutes les activités et les projets de l'équipe pour cette période inédite. Et du coup, un nouveau projet, c'est notamment ce webinaire et toute une suite de webinaires aussi, hein, dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment en 20 minutes de vous donner toutes les clés pour réaliser un CV qui reflète votre niveau d'expertise et un CV qui donne envie aux clients tout simplement de travailler avec vous et de vous rencontrer pour un entretien, donc en vue d'une mission évidemment. Que je commence peut-être d'abord par vous présenter Expertali. Donc Expertali, dont je suis la COO pour que vous puissiez un peu nous situer. Expertali, en fait, donc depuis 2017, notre mission, c'est de permettre à nos clients d'accéder en 48 heures aux meilleurs consultants et experts indépendants. Donc concrètement, en fait, Expertali, c'est une communauté de plus de 700 consultants et experts indépendants, dont certains d'entre vous en fait partie déjà. Des profils qui sont soit d'anciens consultants en cabinet, soit d'anciens directeurs ou managers en entreprise. Et on a aussi un troisième type de profil qui sont des entrepreneurs actuels ou anciens d'ailleurs entrepreneurs et qui font des missions de conseil en parallèle de leur projet. Et puis dernier point, quelques-uns de nos clients, on travaille aussi bien en fait avec des startups que des grands groupes et des PME évidemment, multisecteurs puisqu'on travaille aussi bien avec Pernod Ricard, que Servier, que Ipsen, que L'Oréal ou bien Mano Mano par exemple. Donc voilà pour vous donner un peu de contexte. Et donc moi je suis Alessandra, je suis la COO d'Expertali, je viens du monde du conseil. Avant Expertali, j'ai travaillé dans le conseil, j'ai fait notamment des missions sur des sujets orga et change. Et chez Expertali, je m'occupe en fait de toute la communauté de consultants indépendants. Donc que ce soit l'aspect intégrer les consultants au sein de la communauté, sélectionner les consultants puisqu'on fait une sélection des consultants qui intègrent notre communauté, ou bien l'aspect aussi matching avec le client, préparer les rendez-vous avec les clients, être en phase aussi avec les besoins des clients, et puis notamment optimiser le CV qui est une grosse partie de cette étape-là. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que vous ayez un CV qui donne envie aux clients d'aller plus loin et de vous rencontrer. Alors, en quelques chiffres, peut-être pour vous expliquer sur quoi s'appuie en fait le webinaire d'aujourd'hui. En quelques chiffres aujourd'hui, donc Expertali, je vous le disais, c'est plus de 700 consultants indépendants qu'on a sélectionnés. C'est, je pense, notre axe majeur de différenciation, hein, c'est qu'on fait une sélection qui est très rigoureuse et on retient que 10% des consultants qui postulent pour intégrer la communauté. Donc, si on fait un rapide calcul, ça fait qu'on a vu passer plus de 7000 CV de consultants indépendants. Donc, on commence à avoir une très bonne idée de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Donc, grâce à ça, on a une bonne idée aussi de ce qui fonctionne auprès des clients, évidemment, et on connaît un peu leurs questions face à un profil. Donc, on s'est basé sur tous ces apprentissages pour construire le webinaire d'aujourd'hui. Bon, évidemment, au-delà de cette expérience, moi, ce que je voulais vous partager aussi, c'est des statistiques un peu plus générales sur la question du CV. 3 chiffres. Premier chiffre, 70% des clients et recruteurs interrompent la lecture d'un CV si celui-ci est mal organisé ou difficile à lire. Bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que s'il faut faire un effort pour lire votre CV, en fait, souvent, l'effort ne sera pas fait. Ou alors, il sera fait, mais à reculons, un peu à contre-cœur. Et en fait, ça mettra le lecteur dans une mauvaise disposition vis-à-vis de votre CV. Donc, c'est toujours à éviter. Autre chiffre, 28% des CV sont lus sur téléphone portable. Donc, sachant que nos CV sont quand même souvent organisés au format A4, ce n'est pas forcément optimisé évidemment pour les téléphones. Donc, il faut le penser quand vous créez votre CV à proposer un niveau de lecture en fait, qui soit facilement accessible sur téléphone. Et dernier chiffre, 35 secondes, c'est le temps de lecture moyen de votre CV. Concrètement, il y a 70% des clients et des recruteurs qui passent moins d'une minute à lire un CV. Donc, ça veut dire en fait qu'il faut qu'en 35 secondes, le client puisse avoir une vision globale de votre profil pour se faire une idée. Voilà un peu pour ces quelques éléments d'introduction. Alors, je vérifie sur le chat que vous m'entendez toujours bien et que c'est toujours bon de votre côté. Et a priori c'est bon. Donc, effectivement, je voulais vous partager l'agenda de ce webinaire. Hop, je suis passée trop vite à la slide suivante. Alors, quatre étapes pour ce webinaire. Je vous ai promis 20 minutes. Alors, 20 minutes, ça correspond aux 2 premières étapes et les 3 et 4, ce sera en quelque sorte un peu du bonus. Et pour approfondir en fait concrètement avec des CV et avec des exemples en fait concrets de CV que certains participants m'ont envoyés.
Donc, on va commencer par les 5 erreurs à éviter absolument sur un CV et que je vois encore trop souvent sur les CV. On passera ensuite à la structuration très concrète de son CV, étape par étape. Et je vous préposerai donc une analyse de CV de participants et on finira, comme je vous le disais, par des questions-réponses. Donc, évidemment, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc, commençons par les 5 erreurs à éviter absolument. Première erreur, qui je pense est l'erreur, la plus fréquente que je vois, c'est de ne pas assez détailler son CV. Je reçois encore très, très souvent des CV de 1 page. 1 page, c'est vraiment insuffisant, notamment quand on est indépendant. Alors, je sais que c'est ce qu'on nous a appris, je sais que c'est ce qu'on nous répète depuis des années qu'il faut 1 page, et 1 page, c'est cohérent finalement avec les chiffres qu'on a vus précédemment, sur le fait que, en fait, en 35 secondes, la personne qui lit votre CV doit déjà avoir une idée globale. Donc, c'est vrai qu'en 1 page, c'est plus simple qu'en 10 pages. Et sur le fait qu'on lit aussi sur mobile. Mais en fait, c'est insuffisant. Et vous avez besoin d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Vous avez besoin de proposer 2 niveaux de lecture en fait, aux clients. Une première page qui reprenne l'ensemble vraiment du parcours, de vos compétences, vos coordonnées, etc., qui permettent donc en 35 secondes de lecture sur mobile, pourquoi pas, d'avoir un aperçu global de votre parcours. Et les pages 2, 3, 4, 5 avec le détail de vos missions, le détail de vos postes et le détail de tout ce que vous avez pu faire comme activité, qui va permettre en fait au client d'entrer un peu plus dans le détail pour confirmer ou infirmer sa première impression. En fait, rappelez-vous vraiment que notamment en tant que consultant indépendant, votre CV, c'est votre plaquette commerciale. C'est le premier contact que le client va avoir avec vous. Et en 1 page uniquement, le client ne peut pas savoir si vous êtes ou pas la bonne personne pour l'accompagner sur son projet. Le client va avoir besoin de se rassurer en retrouvant en fait dans les détails de votre CV, dans les pages suivantes, les bons mots-clés, de savoir que vous êtes intervenu dans tel ou tel contexte. Il va se dire: «Ah bah, il est intervenu dans tel contexte qui était très complexe, donc potentiellement, il pourrait intervenir chez moi aussi». Voilà pour la première erreur. Deuxième erreur, très fréquente également, c'est d'être trop généraliste. Finalement, ça va bien au-delà en fait du CV, hein. Là, c'est la question plutôt même de votre positionnement qui doit être bien défini. Je vous montre quelques exemples de CV que j'ai reçus. Un premier CV qui m'indiquait expérience professionnelle, innovation, business développement, marketing, communication, formation. Autre CV qui mettait directement profil généraliste. Consultant indépendant généraliste, stratégie, organisation, direction de projet. Consultant indépendant chez Finance, stratégie, organisation, accompagnement d'entreprise. Alors, pourquoi c'est embêtant? On a constaté en fait plusieurs éléments problématiques avec ce type de consultant qui, ça part d'un bon sentiment évidemment, c'est l'idée de ne pas se fermer de porte. En fait, le premier point, c'est que déjà souvent, enfin moi ce que je constate, c'est que, les missions pour des profils généralistes sont très rares. Là, on va avoir besoin de profils généralistes, c'est par exemple en PME, hem, pour des postes de direction en PME. Mais dans ces cas-là, ce qu'on constate, c'est que les clients se tournent principalement vers leur réseau proche. Donc quelques points, pour appuyer mon propos et pour vous dire qu'il faut absolument que vous choisissiez un positionnement et que vous vous spécialisiez. Premier point, c'est qu'en fait, si votre expertise n'est pas bien définie, on ne saura pas quand vous contacter. Que ce soit le client ou que ce soit même moi en tant que, Head of Community. Un profil qui n'est pas bien défini et dont je ne connais pas l'expertise, en fait, jamais je ne vais me dire: «Ah, c'est lui qu'il me faut pour telle mission». Donc en fait, en termes d'identification de votre profil pour une mission, ça complexifie les choses. Le deuxième point, c'est en termes de niveau d'expertise. Vous pouvez difficilement exceller dans 5 expertises différentes. Je vous donne un exemple, une comparaison que je donne toujours. Si vous vous retrouvez face à un restaurant qui sert à la fois des pizzas, des crêpes, des faritas et des sushis, moi, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit capable de faire tous ces plats de façon excellente. Si je veux des sushis, je vais aller dans un restaurant japonais et si je veux, des crêpes, je vais aller dans une crêperie. Et ben, en fait, de la même façon, les clients, ils vont préférer travailler avec un expert qui est uniquement expert sur un domaine. Bien sûr, sur un ou 2 domaines éventuellement, sur un secteur et un domaine. Donc par exemple, hein, si une mission marketing, ben, on va plutôt faire appel à un expert marketing qu'un expert marketing, finance, communication, par exemple. Ensuite, dernier point, pour, terminer sur ce sujet, c'est que plus on est expert, plus on est rare sur le marché. Donc en fait, en termes de facturation, et de niveau de TJM, tout est une question d'équilibre à trouver. Donc plus on est expert, plus on est rare, donc du coup, plus on va pouvoir facturer cher aux clients. À condition évidemment, qu'on soit sur un positionnement sur lequel il y a de la demande, hein. Si on est expert sur un secteur, très rare, mais enfin qu'on est très rare sur le marché, mais qu'il y a zéro demande, là, ça ne s'appliquera pas évidemment.
Donc en fait, tout est un équilibre vraiment à trouver entre votre spécialisation, votre positionnement, le TGM que vous allez proposer. Ça va dépendre aussi de la zone géographique dans laquelle vous intervenez. Donc ça, c'est une vraie réflexion à poser en amont. Et d'ailleurs, à ce sujet, on a lancé en ligne une formation gratuite pour aider les consultants qui se lancent. Mais du coup, ça peut vous aider aussi, vous, à redéfinir en fait votre expertise et à vous reposer les bonnes questions sur comment est-ce que je me positionne et comment est-ce que je me spécialise. Donc, je vous enverrai le lien évidemment juste après. Et puis bon, peut-être pour terminer là-dessus, le dernier point, c'est que moi, quelqu'un qui met trop de mots-clés sur son CV, ça me donne un peu l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à trouver une mission dans son domaine d'expertise, dans son cœur d'expertise, pour X raisons d'ailleurs, mais moi je l'analyse un peu que, bah, il était peut-être pas assez bon dans son domaine d'expertise, donc il essaye d'ouvrir un peu son champ des possibles pour trouver des missions. Moi, en fait, ça introduit quand même un petit peu un doute, vis-à-vis de ce profil. Voilà pour cette deuxième erreur. On passe à la troisième erreur. C'est la question de la cohérence, de manquer de cohérence dans ses supports. Là, je vous donne l'exemple d'un consultant qui m'avait envoyé son CV dans lequel il y avait son lien vers son profil LinkedIn et vers son site web. Sauf qu'en fait, les trois n'étaient pas du tout cohérents. Donc, si on regarde sur son profil LinkedIn, il m'indiquait consultant indépendant, 15 ans d'expérience et son secteur de l'énergie. Si on regarde sur son CV, il parlait de ses domaines d'expertise en communication financière. Et sur son site web, il faisait allusion à la fois à sa mission, pardon, à son statut de consultant, pardon, et aussi à son statut de photographe freelance. Donc en fait, c'était pas du tout cohérent. Moi, la question que je me suis posée en voyant ça, c'est bah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son projet pro? Alors, ça peut faire un peu peur et puis bon, même au-delà du fait que ça puisse faire peur, en fait, c'est compliqué à appréhender. Ça demande un effort et encore une fois, l'idée, c'est qu'on facilite la tâche du lecteur. C'est qu'on mâche le travail vraiment de la personne qui va être en face de vous à vous lire. Quatrième erreur, c'est la fantaisie. La fantaisie sur le fond comme sur la forme d'ailleurs. Je vois beaucoup en fait d'indépendants qui essayent de créer une marque autour de leur profil, de marketer un peu leur expertise. Le marketing de soi, c'est évidemment extrêmement important quand vous êtes indépendant. C'est ce qui fonctionne, hein, ça fonctionne de mieux en mieux, hein, même pour des marques établies, marketer sur la personne plutôt que sur la marque. On se rend compte que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Donc marketing, oui, mais de façon intelligente et surtout sans brouiller le message. Ici, je vous montre quelques phrases que j'avais repérées sur des CV. Donc on voit explorateur de la connaissance, ingénieur en relations humaines et aventurier du numérique. Alors moi, je vous dis vraiment à éviter absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, ça nécessite de réfléchir pour comprendre. Moi, quand je lis ingénieur en relations humaines, ça fait pas tilt. Je ne suis pas capable de savoir, OK, alors là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui faisait du change. Mais en fait, il me manque ce mot-clé change pour comprendre. Donc, au-delà du fait que ça brouille un peu le message, vous ne savez pas en fait dans quel état d'esprit est votre lecteur au moment où il a votre CV sous les yeux. Ça peut ne pas l'amuser du tout, ça peut même le braquer un peu, s'il n'est pas dans une très bonne humeur à ce moment-là. Et puis, bah, 2e élément sur la forme, sauf si vous travaillez dans le design ou dans le graphisme évidemment, moi je vous conseille de rester sobre. Par ailleurs, notez que pour les entretiens, on a encore beaucoup de clients qui impriment les CV et un CV comme celui que je vous montre sur la slide, ici, en fait, c'est un CV qui ne passera pas du tout à l'impression. Donc gardez un peu de sobriété en termes de couleur. Et on passe à la dernière erreur. Alors c'est moins fréquente que les autres, hein, je les ai classées dans l'ordre, de fréquence, mais encore trop fréquent justement. C'est des consultants qui indiquent leur TJM. Alors je vous rassure, j'ai inventé le profil de Véronique, hein, je ne suis pas en train d'afficher Véronique, lors de ce webinaire. 3 raisons pour lesquelles moi je vous, déconseille absolument d'indiquer votre TJM directement sur votre CV. Le premier point, c'est que ça vous empêche de vous adapter à la mission, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Mais vous le savez bien, en fait, on ne va pas proposer le même TJM si c'est une mission de 3 semaines et si c'est une mission de 6 mois. De la même façon, en fonction de la localisation de la mission, de la complexité de la mission, du fait que l'émission peut être à temps partiel ou à temps plein, vous allez adapter votre TJM. Donc ça, si vous l'écrivez directement sur votre CV, en fait, ça vous bloque là-dessus. Le deuxième point, c'est d'un point de vue image d'expert. Si vous mettez que votre TGM sur votre CV, ça renvoie plus l'image d'une ressource que d'un expert. Une ressource à laquelle on peut accéder, donc là, en l'occurrence, à 950 € par jour. Mais ça ne donne pas au client le sentiment que vous êtes un consultant, que vous êtes capable de vous adapter à sa mission. Et puis enfin, en termes d'évolution dans le temps, c'est compliqué en fait de faire évoluer votre TGM s'il est déjà marqué sur un CV.
Imaginez, vous faites une mission qui se passe très bien avec un client. Ce client transfère votre CV à quelqu'un de son réseau. Si cette personne de son réseau vous appelle, mais 6 mois plus tard, et que 6 mois plus tard, vous avez fait évoluer votre TJM, en fait, si lui, il a reçu votre CV avec écrit 950 € dessus, ce sera difficile de lui dire que vous êtes passé à 1 000 €. Voilà un peu pour les éléments sur le TJM. Voilà pour ces 5 erreurs. On va passer donc concrètement maintenant à la façon dont on rédige son CV étape par étape. Excusez-moi. Première étape, on va voir un peu la structure globale du CV. Donc, je vous en ai déjà parlé, il vous faut 2 niveaux de lecture. Rappelez-vous, 35 secondes de temps de lecture moyen et 28 des CV qui sont lus sur mobile. Donc, on doit adapter. On doit adapter en proposant donc cette structuration en plusieurs pages. Si on s'attarde sur la première page, donc la page de couverture, en fait, l'idée ici, c'est qu'en 35 secondes, on doit avoir une bonne idée de votre parcours. On doit avoir une première page qui va résumer l'ensemble de votre parcours et qui doit permettre de se faire déjà une première idée sur votre profil. Donc, très concrètement, qu'est-ce qu'on va indiquer? Les coordonnées de contact, votre nom, prénom, tout simplement. Mobilité, ça peut être intéressant comme élément à rajouter. Si vous êtes mobile, par exemple, France entière ou à l'international, c'est intéressant à savoir pour les clients. Un petit pitch commercial. Moi, je vous recommande d'écrire 2-3 lignes qui permettent, si on n'a pas 35 secondes, mais 10 secondes, de comprendre en lisant ces 3 lignes qui vous êtes. Vos compétences, surtout pas trop de compétences, 5-10 compétences maximum. Et les outils que vous maîtrisez aussi. En fonction évidemment de votre domaine d'expertise, peut-être que la partie outils prendra plus de place que la partie compétences. Et dès la première page, vous faites apparaître la synthèse de vos expériences. Ici, on parle vraiment de synthèse de votre parcours. C'est uniquement le nom de l'entreprise, le nom du poste, l'intitulé de la mission, la date et la durée de la mission ou du poste, pas plus. Vos formations, vos certifications, langues que vous maîtrisez et vos centres d'intérêt. Centre d'intérêt uniquement si ça apporte de la valeur. Si c'est juste pour écrire que vous aimez les voyages, la cuisine et la course à pied, je vous conseille d'éviter. En revanche, si vous indiquez des éléments concrets comme que votre prochain objectif, c'est de faire un marathon en moins de 2 heures, là, ça devient intéressant parce que là, ça peut amener des discussions un peu différentes et sur d'autres sujets en entretien, par exemple. Donc voilà pour la première page. Finalement, en fait, c'est une page assez classique. C'est la page, c'est le CV classique qu'on a l'habitude de faire quand on nous demandait des CV one page. Et ensuite, deuxième niveau de lecture dans les pages suivantes. Donc l'idée, c'est que sur la première page, le client se fait une idée globale de votre parcours et dans les pages suivantes, il va approfondir pour se dire « Ok, ce profil me paraît bien. Est-ce que concrètement, il va pouvoir faire la mission que j'ai en tête ?» Donc pour ça, il faut que le client puisse se projeter, puisqu'il faut qu'il puisse visualiser concrètement ce que vous avez fait et ce que vous avez apporté dans vos dernières entreprises ou chez vos derniers clients. Donc c'est le deuxième niveau de lecture, vous détaillez les missions que vous avez faites et les postes que vous avez occupés. Et il faut absolument qu'on retrouve une structure très très précise. Il faut que, encore une fois, en fait, que vous mâchiez le travail du lecteur pour lui faciliter la tâche et qu'il puisse facilement se projeter. Donc, premier élément qu'on va retrouver, c'est le nom de l'entreprise. Si vous avez des enjeux d'anonymat, ce que je peux tout à fait comprendre auprès de certains clients, précisez quand même le secteur, précisez aussi, donner des éléments de détail en fait pour qu'on puisse savoir si c'était une grande entreprise, quel était son chiffre d'affaires, quel était son secteur d'activité, le nombre de salariés, la taille en termes de la taille de l'entreprise. En fait, tout ce qui va permettre de se projeter et de se dire, OK, il a travaillé dans une start-up ou il a travaillé dans un grand groupe. Et de la même façon, si vous avez travaillé dans des PME ou des startups qui sont peu connues, pensez aussi à préciser ces éléments de contexte qui vont permettre de se projeter. Deuxième élément, c'est le poste ou la mission, c'est l'intitulé du poste ou de la mission. Ensuite, vous précisez les dates et la durée de la mission et du poste. Précisez bien les dates, pas uniquement 2016, parce que 2016, on ne saura jamais si c'est une mission de 3 semaines ou de 6 mois. Vous indiquez ensuite le contexte de la mission, le contexte du poste. Et en fait, là, on va structurer en 3 points le détail de votre poste ou de votre mission, encore une fois. Le contexte, c'est le contexte dans lequel on a fait appel à vous en tant qu'indépendant, bien dans lequel vous êtes arrivé pour votre poste, voire même le contexte de l'entreprise sur le marché à ce moment-là. Puis vos missions. Donc vos missions, c'est qu'est-ce qu'on vous a confié comme activité. Éventuellement, pourquoi pas, c'est le nombre de personnes que vous managez pour ces activités. Et enfin, les résultats. Sur les résultats et même de manière générale sur votre CV, moi, ce que je vous recommande absolument, c'est de mettre des chiffres, de mettre des éléments chiffrés.
Encore une fois, en fait, en précisant, comme ici, par exemple, on précise les budgets de publicité qui étaient gérés dans cet exemple, ça donne un ordre de grandeur au lecteur. Le lecteur se dit, OK, gérer 150 000 € de budget par mois. Mon budget par mois, c'est 100 000 €. Du coup, concrètement, il va pouvoir le gérer. Ça va permettre de se projeter et de vraiment avoir des éléments très concrets pour visualiser. En fonction de votre expertise, vous pouvez aussi évidemment rajouter votre domaine d'intervention. Pardon, votre domaine, l'environnement technique dans lequel vous intervenez. Par ailleurs, si vous avez une longue expérience et si vous avez beaucoup de missions, moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de vous créer un CV exhaustif et de l'adapter en fait à chaque mission, ce qui permettra de créer une histoire précise et différente en fonction de la mission pour laquelle vous postulez. Si on s'attarde juste quelques minutes sur cette structuration, en fait, dans cette structuration, ce qu'on respecte, c'est la méthode STAR. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. C'est une méthode qui est très utilisée dans les process de recrutement, notamment chez Google ou Amazon, par exemple. En fait, c'est une structuration de réponse que vous pouvez utiliser autant à l'écrit qu'à l'oral. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un futur webinaire, mais je vous en reparlerai plus tard. Concrètement, STAR, c'est un acronyme pour situation, tâche, activité, résultat. Si on reprend notre exemple précédent, en fait, on retrouve donc cette structure. Situation et tâches sont confondues, hein, c'est très souvent le cas. La situation, en fait, c'est le contexte. C'est le contexte dans lequel vous êtes intervenu. Les tâches, c'est la problématique qu'on vous a confiée, la mission qu'on vous a confiée. Les activités, c'est tout ce que vous avez mis en œuvre pour répondre à cette tâche, pour répondre à cette problématique. Et les résultats donc, que vous avez atteints, chiffrés évidemment. Voilà pour ces éléments concrets de CV. Donc, je pense que j'ai respecté à quelques minutes près le timing de 20 minutes. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'analyse de certains CV que j'ai reçus. Je n'aurai pas le temps, d'ailleurs, je m'excuse par avance, je n'aurai pas le temps d'analyser tous les CV, mais pour tous ceux qui m'ont envoyé leur CV par email, je prendrai le temps de vous faire un retour individuel par la suite, évidemment. Quelques CV. Premier CV, c'est CV d'une consultante en marketing. Donc là, j'ai analysé que la page, enfin je vous ai donné comme exemple que c'est la première page puisque les pages suivantes étaient similaires en fait. Donc moi, ce qui me saute aux yeux sur cette première page, c'est les compétences qui me semblent un peu trop nombreuses. Donc je trouve ça très bien d'avoir mis les compétences, hein, c'est ce que je vous recommandais juste avant, mais en fait, il faudrait peut-être en mettre un peu moins parce que là, d'un point de vue visuel, ça prend la moitié de la page. Comment savoir quelles compétences mettre ou ne pas mettre? Quelques questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que c'est une compétence, un mot-clé qui valorise mon profil? Là, en l'occurrence, je vois veille sectorielle. Veille sectorielle, je ne suis pas sûre que ce soit ce qui va mettre le plus en avant un profil, surtout que là, c'est un profil qui a, il me semble, 10 ou 12 ans d'expérience. Est-ce que c'est une compétence majeure sur mon profil? Des mots-clés comme marketing, CRM, acquisition, bien sûr que oui. Est-ce que c'est une compétence qui est implicite quand on va lire mon parcours? Par exemple, à partir du moment où je note dans mon parcours que je manageais une équipe, que je gérais des projets, ça devient assez implicite en fait que j'ai aussi géré des plannings, défini des roadmaps, géré des budgets. Donc, c'est peut-être pas la peine de l'indiquer concrètement sur les compétences. L'autre point, donc là, en fait, on a le parcours, mais le parcours directement en fait détaillé. On n'a pas cet aperçu global dont on parlait juste avant en page 1. Et ça, c'est vraiment dommage. Et dernier point, c'est la structuration des expériences. Ici, les expériences sont bien détaillées. En revanche, je manque un peu de structuration, notamment sur les aspects contexte, mission, résultats chiffrés. Hop, passons à un autre CV. Donc là, c'est un CV qui fait 7 pages. C'est un consultant qui a 20 ans d'expérience, hein, donc ça s'entend. Si je vous montre un petit peu en détail quelques éléments. Donc là aussi, encore une fois, il va falloir limiter le nombre de compétences. Qu'en fait, on se rend compte que sur ce profil-là, on a quasiment une page entière pour les compétences. Donc on se repose les mêmes questions que je vous donnais juste avant. Indiquer aussi uniquement les diplômes et les formations qui sont cohérents avec le parcours, ça c'est très important. Moi, j'adore faire des MOOC. J'adore faire des MOOC qui sortent complètement de mon domaine d'expertise. Je fais des MOOC sur l'histoire de l'art, par exemple. Je ne les indique pas dans mon CV parce que je pense qu'en fait, tout simplement, mon employeur s'en fiche un petit peu et que si la conversation vient là-dessus en entretien, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout l'élément que je veux mettre en valeur dans mon parcours. Donc, pensez à ça, hein, vraiment à mettre des formations et des certifications qui sont cohérentes avec votre parcours et aussi qui sont actualisées. Si c'est des certifications qui datent d'il y a 15 ans, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent de les mettre sur votre CV. Et puis là, ce qui me manque, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que sur ce CV-là, en fait, on n'a pas la vision globale des expériences, encore une fois.
3e CV, alors là, c'est un consultant en change, un consultant junior, enfin junior, 5 ans d'expérience en change qui m'a envoyé son CV. Bon, déjà plusieurs éléments, on a du détail, donc ce qui est très bien. J'ai choisi de vous faire un petit focus, hein, sur quelques éléments. En revanche, il me manque quelques points pour que ce soit absolument parfait. Déjà, en fait, indiquer la durée précise ou les dates des missions. Ce que me disait ce consultant quand je n'ai parlé avec lui, c'est qu'en fait, il avait fait pas mal de missions qui se chevauchaient parce qu'elles étaient à temps partiel. Ça, vous pouvez le préciser dans le contexte. C'est vrai que ça permettra au client de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait 3 missions en même temps, mais ça donne quand même au client un ordre de grandeur du temps que vous avez passé sur tel ou tel projet et du coup, de, vos compétences, de votre niveau de compétence sur tel ou tel sujet. Ce qui me manque également, c'est une structuration en plusieurs bullet points. Là, en fait, on a du détail, mais il n'est pas très structuré et en fait, ça fait un peu gros paquet et moi, j'ai un peu la flemme, en fait, d'aller lire, tout simplement. Donc je pense que ce sera pareil pour un lecteur, pour un client. Dites-vous que si vous avez déjà dépassé de toute façon, 1 ou 2 pages, en fait, enfin voilà, n'essayez pas de gagner quelques millimètres, en évitant de passer à la ligne. Donc structurer en plusieurs bullet points. Autre aspect, ajouter des éléments chiffrés. Là, c'est vrai, ce que me disait ce consultant, c'est que quand on fait du change, quand on fait des sujets qui sont très humains, en fait, ça peut être compliqué parfois de, trouver des éléments chiffrés à indiquer. Mais je pense que c'est toujours important de le faire pour montrer un peu l'envergure du projet que vous avez piloté. Là, en l'occurrence, ce qui pouvait être ajouté dans ces exemples-là, c'est le nombre de collaborateurs impactés par la transfo. C'est par exemple, est-ce qu'il y a un taux de satisfaction collaborateur qui a été, mesuré vis-à-vis de ces transformations? Donc ça, c'est des éléments chiffrés qui permettront de savoir si ce projet CRM, ça a été déployé auprès de 7 000 collaborateurs ou bien de 70. Ça ne donne pas du tout la même mesure. Et dernier point, là, le consultant a choisi d'anonymiser en fait, hein, les clients chez qui il intervenait, ce que je comprends tout à fait. En revanche, il faut absolument préciser des éléments de contexte, taille, chiffre d'affaires. Encore une fois, là, je ne sais pas si c'est dans le secteur des médias un grand groupe ou bien une start-up de 3 personnes. Du coup, c'est un peu dommage en fait, hein, pour me projeter. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, parce que si le client en face de vous, c'est un grand groupe, il va avoir envie d'avoir quelques éléments de réassurance sur le fait que vous êtes déjà intervenu dans des grands groupes. Mais si c'est une start-up, il va aussi de la même façon être plus intéressé par vos expériences en start-up que par vos expériences en grand groupe potentiellement. Dernier exemple, encore une fois, là, j'ai fait un zoom sur un pitch sur un CV. Donc c'est page 1 sur 4. Là, c'est un CV qui était très bien structuré, mais j'avais trouvé un petit peu dommage ce pitch, que déjà je trouvais un petit peu long et qui était peut-être trop exhaustif et trop chronologique. Donc ça, c'est dommage, hein. Moi, je vous recommande vraiment, de mettre en avant plutôt vos dernières expériences plutôt que de faire un pitch exhaustif. Et puis, en fait, quand on commence, la lecture de ce pitch, on parle de bac C, on parle de DUT, alors que c'est un profil qui a plus de 20 ans d'expérience. Donc un peu dommage, hein, de commencer par ces éléments-là. Focalisez-vous plutôt sur vos postes récents, sur vos missions récentes, que sur votre formation initiale. Ce sera toujours plus intéressant pour le lecteur. Voilà de mon côté. Écoutez, je vous propose qu'on passe aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le chat. Je vais voir, j'espère que je vais pouvoir répondre, à tout le monde. Alors, hop, j'ouvre le chat et je vais remonter un peu. Donc, au-delà du fait que le son est parfait, merci Jérôme de me préciser que ces restaurants existent. Je ne doute pas que ces restaurants existent, je doute plutôt de la qualité des plats. Marc me demande: «Si on a plus de 20 ans d'expérience, est-ce qu'on détaille tous ces postes et ces missions? Quelle est ma reco?» Oui, je suis d'accord Marc, c'est une vraie question. Comment on fait, hein, quand on a un très long parcours, du coup avec beaucoup de missions, beaucoup de postes, beaucoup de projets? Moi, ce que je vous recommande, c'est de tout détailler, mais plus pour vous, en fait. De tout détailler, c'est-à-dire d'avoir un CV vraiment exhaustif avec tout ce que vous avez fait, ce qui va vous permettre, en fait, quand vous envoyez votre CV au client, d'avoir déjà tout ce qui est prêt et en fait, de supprimer les expériences qui ne sont pas pertinentes. Notamment, les expériences qui datent d'il y a 20 ans et effectivement, ce sera peut-être, nécessaire d'en supprimer quelques-unes. Si vous avez, sur vos 20 projets, que 10 projets qui sont en relation avec, le projet du client, vous gardez que ces 10 là. Mais quand même, en fait, faites-vous pour vous cette base, en fait, enfin cette, je dirais presque une banque de missions, qui va vous permettre, d'être beaucoup plus efficace et plus rapide quand vous répondez à un besoin client. Et de la même façon, hein, pour les consultants qui sont déjà dans la communauté, moi, je préfère que vous m'envoyiez votre CV exhaustif et que moi, je fasse des coupes après ou bien qu'on fasse des coupes ensemble quand on propose votre CV à un client. Toujours beaucoup plus efficace que de refaire à chaque fois, en fonction de la mission.
Alors, Alexandra, est-ce qu'il faut détailler ses missions en tant que consultant et ses expériences professionnelles avant d'être consultant? Alors, intéressant, du coup, je vais faire une réponse en 2 parties. Je pense que le premier point, c'est qu'en fait, il faut absolument tout détailler effectivement et même vos expériences professionnelles avant d'être consultant. Même si vous avez, par exemple, heu, si vous avez fait des reconversions professionnelles, hein, ce qui peut arriver évidemment, faites-le quand même parce que s'il y a des trous dans votre CV, ça va plutôt, initier un peu de doute auprès du client, si c'est, une reconversion qui peut être tout à fait explicable, tout à fait compréhensible. Donc détaillez tout et puis, enfin les expériences en fait professionnelles que vous avez eues avant d'être consultant sont souvent aussi importantes que vos missions de consultant en fait. Parce que, c'est des expériences corporate que vous avez eues, ça montre aussi que, vous avez eu d'autres positionnements finalement au sein d'une entreprise que uniquement un positionnement externe de consultant, donc que vous avez, une bonne connaissance, aussi des fonctionnements un peu, internes et politiques parfois. Donc moi je vous recommande vraiment encore une fois de tout détailler, quitte à, en fonction du client, adapter et mettre uniquement les éléments pertinents et peut-être, détailler moins un peu certaines expériences. En fait, ça va vraiment dépendre de la mission à laquelle vous répondez et du client, qui va, qui que à qui vous envoyez votre CV. OK, Cédric, quand on est passé par plusieurs cabinets de conseil, est-ce que ça vaut le coup de citer les noms ou bien est-ce que je mets uniquement les missions effectuées vu que c'était des missions longues? Oui, alors je vois ce que tu veux dire, enfin, Cédric. Effectivement, je le vois, j'ai un peu, 2 éléments chez, les consultants. Donc, là, on parle de consultants qui sont passés en cabinet et qui sont devenus indépendants. Certains, en fait, prennent le parti de mettre uniquement les missions qu'ils ont faites. Moi, je ne vous le recommande pas. Je vous parle de mon ressenti personnel, hein. Il n'y a pas très longtemps justement, j'étais en entretien avec un consultant, et en fait, j'arrivais pas à comprendre comment il avait pu changer de poste tous les 2 ans. Donc évidemment, je me doutais bien qu'il y avait une histoire de cabinet de conseil derrière. Mais du coup, encore une fois, ça m'a demandé de réfléchir. Ce qui, en fait, quand on a un CV devant soi, demande toujours, enfin, si on doit faire des efforts, encore une fois, c'est plutôt mauvais signe. Donc vraiment détailler, préciser dans quel cabinet de conseil vous étiez, de quand à quand vous êtes resté et toutes les missions que vous avez fait dans ce cabinet de conseil. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'être le plus transparent parce que ce sera plus facile à comprendre pour le client, plus facile à expliquer pour vous, plus cohérent avec votre profil LinkedIn, par exemple. Donc oui, Cédric, ça vaut le coup de citer les noms des cabinets. Surtout en plus, ça peut rassurer aussi des clients de se dire que vous avez été formé dans certains cabinets. Alors, Bruno, quelle utilisation du CV versus le profil LinkedIn? Pour moi, c'est complémentaire en fait. Ça va, en fait, le CV, ça va vraiment être quand vous, répondez à un besoin client, ou bien, souvent aussi vous ne pouvez pas détailler autant sur LinkedIn, par exemple pour des raisons de confidentialité, que sur votre CV et moi je trouve que le CV aussi, c'est cette notion qu'on peut l'imprimer, que le client peut prendre des notes dessus. Donc en fait, pour moi, le CV, c'est quand même l'étape indispensable avant un entretien. C'est plus compliqué, je pense, pour un client de s'appuyer sur le LinkedIn pour faire passer un entretien à un consultant. Et on se rappelle quand même que l'objectif du CV, c'est que vous décrochiez un entretien pour une mission avec un client. Donc moi, je vous dis, utilisez-les de manière complémentaire. Pourquoi pas? Je sais que certains consultants font le choix de détailler de façon très exhaustive leur CV, leur LinkedIn, pardon, et de faire des exports CV à partir de LinkedIn, pourquoi pas? Ou sinon, vous pouvez faire le choix aussi d'avoir votre CV que vous proposez en téléchargement sur votre page LinkedIn. Ça peut être intéressant aussi. Alors, est-il préférable d'établir un CV sur une page de façon globale et d'apporter énormément plus de détails sur un site internet plus LinkedIn ou tu alors oui, du coup, à thème, je pense que c'est un peu lié à Bruno. Moi, je vous recommande enfin le site internet, le LinkedIn, c'est très bien, mais pour moi, c'est des compléments encore une fois. Parce que en fait, rappelez-vous vraiment cette règle, il faut faciliter la vie du client et en fait, si le client, il a, besoin de voir un CV one page, puis d'aller sur son ordinateur pour regarder votre LinkedIn, puis d'aller sur votre site internet, en fait, ça complexifie les choses. Donc facilitez-lui la tâche. Mettez, faites un CV, sur 4 pages, pourquoi pas, qui est exhaustif avec encore une fois un one page qui résume. Éventuellement, si c'est intéressant par rapport à votre expertise, de montrer des portfolios, des projets que vous avez faits et cetera. Vous pouvez mettre un lien vers votre site internet, mais quand même garder ce CV. Surtout qu'une fois que c'est fait, en fait, votre CV, bon, ça vous demandera pas non plus, ça vous demandera de l'actualiser à chaque mission, mais c'est pas non plus ce que vous allez refaire. Vous n'allez pas le refaire tous les jours.
Alors, un CV trop détaillé, risquer du copier-coller du profil LinkedIn. Bon, ça, on y a déjà répondu un peu. En fait, enfin, on peut pas vraiment parler de copier-coller puisque c'est votre profil, c'est votre CV, donc moi, ça me choque pas. Au contraire, si on retrouve exactement les mêmes éléments sur votre CV, sur votre LinkedIn, bah, c'est cohérent et du coup, ça permet de rester cohérent, sur, enfin, sur les différents supports comme on l'a vu. Alors, photo obligatoire, Jérôme. J'aime bien cette question. Pour moi, obligatoire, je ne dirais pas obligatoire, hein, parce que de toute façon, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça intéressant quand même de mettre sa photo, parce que dans nos métiers, on est quand même dans des métiers, en tant que consultant. En tout cas, je parle pour les consultants qui vont intervenir chez le client, qui vont intervenir, vraiment, auprès des équipes, pas, des consultants qui vont être à distance, ou qui vont faire des missions uniquement en télétravail. Mais quand on a des missions vraiment de conseil sur place, bah, en fait, c'est important aussi de montrer aux clients que, bah, on présente bien, que, voilà, qu'on a l'air sympa, pourquoi pas. Ça peut apporter un élément complémentaire. Donc au-delà du fait que ça montre aussi, qu'on est capable de prendre une posture de consultant, ça permet encore une fois aussi aux clients de se projeter et de visualiser, hein. C'est ça qui est hyper important dans votre CV. S'il voit votre photo, c'est encore plus concret et du coup, ça lui permet encore plus de se projeter dans la mission. Donc moi, je vous dirais oui, la photo, moi, je vous recommande de la mettre. À condition évidemment que ce soit une photo professionnelle. Là-dessus, moi je vous recommande, on a un partenariat avec, un photoshoot, qui fait des photos de CV, bon notamment ma photo LinkedIn, je l'ai prise avec eux. Ils sont vraiment top et en fait on paye uniquement les photos qu'on achète. Je vous enverrai le lien, après également. Hem, alors, à thème, un profil généraliste du type consultant, organisation, processus et qualité est-il acceptable? Les 3 étant liés ou est-ce encore trop généraliste? Bon, c'est compliqué de répondre juste comme ça sans voir le CV, on pourra en rediscuter, si vous le souhaitez. Mais a priori non, ça me paraît quand même cohérent. Organisation, processus, qualité, c'est quand même des expertises qui sont cohérentes. Vous m'avez dit organisation, processus, marketing, effectivement, plus compliqué, mais là non, ça me paraît quand même cohérent. Heu, OK. Alors Pierre, en complément, l'avantage du CV, c'est qu'on peut, lui faire raconter une histoire différente pour chaque mission. Oui, effectivement. C'est ça, c'est que le CV, vous pouvez l'adapter à chaque fois quand vous l'envoyez à un client, alors que votre profil LinkedIn, il est fixe. Ça va être compliqué de l'adapter aux différentes missions que vous envoyez. Marion, en cas de trou dans un parcours un peu plus d'1 an entre fin de salariat et lancement officiel d'activité indépendante, faut-il le noter dans la page 1 comme congé sabbatique ou non? Quel recours? Oui, moi encore, je recommanderais d'être transparent. Si vous avez pris une année sabbatique, que ce soit pour faire un tour du monde, pour vous occuper de vos enfants, pour faire une formation, bah, notez-le. Ce sera toujours, plus simple à comprendre pour un client que d'avoir juste un trou dans le CV. OK, à thème, si le format A4 n'est pas adapté pour un smartphone, quel serait finalement le format le plus adapté? Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est comme le CV, il va à la fois être consulté sur smartphone, mais aussi être imprimé et consulté sur ordinateur. Garder quand même ce format A4 qui est assez classique et enfin, qui est celui auquel on est habitué aujourd'hui, mais penser peut-être à comment? À faire, bah, justement, ce format de one page et ensuite des pages complémentaires parce que comme ça, sur une page à 4 en fait, à regarder sur mobile, c'est encore acceptable. Mais si on a 10 pages, à scroller pour comprendre l'ensemble de vos parcours, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça, hein, ces 2 niveaux de lecture, c'est vraiment, cet élément-là. OK, bon, je vais prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là parce que sinon on va un peu dépasser, le timing. Jérémy, faut-il indiquer sa disponibilité sachant qu'elle peut changer régulièrement? Alors, non, moi je dirais, sur votre CV, pas forcément parce qu'effectivement, encore une fois, pour le faire évoluer, là pour le coup, c'est plutôt sur votre LinkedIn qu'il va falloir, l'indiquer. Est-ce qu'un CV peut être considéré comme un teaser afin de dérouler les expériences lors de l'entretien? Bah non, en fait, parce que enfin, oui, si vous êtes sûr de décrocher l'entretien, sauf qu'en fait, on n'est jamais sûr de décrocher l'entretien. Donc moi, je vous dirais plutôt non. Hem, Mettez toutes vos cartes déjà dès le CV. C'est compliqué de faire du teasing sur un CV, parce qu'en fait, tout simplement, ça va sinon ça le risque, c'est que vous passiez à côté de l'entretien, en fait. Si vous mettez pas assez d'éléments pour le client et vous aurez toujours des éléments complémentaires à donner en entretien. N'ayez pas peur de tout mettre sur votre CV. Enfin, vous aurez encore des éléments, vous aurez des éléments de ressenti, des éléments de feedback, des éléments de prise de recul sur vos missions. Donc il ne vous reste plus qu'à vous y mettre sur votre CV et je serai ravie, bah, de vous donner, des feedbacks si jamais vous prenez le temps de me les envoyer. Et puis, bah, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans la communauté, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour pour regarder un peu comment on fonctionne.
Bonne journée à tous.